Nous avons tous été dans une relation ou une situation où nous avons donné plus que ce que nous avons reçu, où nos efforts, notre amour et notre attention semblent tomber dans un vide. Mais que se passe-t-il lorsque tu décides de faire un pas en arrière? Lorsque tu choisis de lâcher prise, c'est exactement ce que nous allons explorer dans cette vidéo. Nous allons nous plonger dans une histoire qui montrera de manière réelle et profonde comment, parfois, lorsque tu choisis de t'éloigner et de retrouver ta valeur, celui qui n'a jamais su t'apprécier commence à ressentir ce vide. Je te promets qu'à la fin de cette vidéo, tu auras de la clarté sur la façon d'agir dans ces situations et tu comprendras ce qu'il faut faire pour que cette personne qui ne t'a pas valorisé se rende compte de ce qu'elle a perdu. Prépare-toi à voir comment prendre le contrôle de ta vie peut entraîner un changement chez les autres, mais surtout, chez toi-même. C'était un matin chaud à Medellín, avec le ciel dégagé et la lumière du soleil illuminant chaque coin du quartier Laureles. Sofia, 29 ans, marchait sur l'avenue Nutibara en direction du petit café qu'elle avait l'habitude de fréquenter. Avec sa chevelure sombre et ses yeux remplis de cette combinaison de force et de douceur qui la caractérisait, il était difficile de ne pas remarquer sa présence. Malgré son expression calme, à l'intérieur, elle portait une tempête que peu de gens connaissaient. Sa relation avec son partenaire, Alvaro, avait commencé à se détériorer, mais ce jour-là, sans le savoir encore, marquerait le début de quelque chose de différent. Sofia et Alvaro étaient ensemble depuis presque 3 ans. Depuis le début, Sofia avait été celle qui prenait l'initiative dans la relation, qui proposait des plans et qui cherchait à prendre soin des petits détails qui faisaient la différence. Alvaro, en revanche, semblait être piégé dans une indifférence silencieuse, répondant par des détours ou des excuses lorsque Sofia lui proposait quelque chose de nouveau. Au début, Sofia se disait que peut-être il était simplement peu bavard ou qu'il ne savait pas comment exprimer ses sentiments. Mais avec le temps, ce manque d'intérêt commença à devenir un poids qui la faisait se sentir invisible. Ce matin-là, alors qu'elle prenait son café et observait les allées et venues des gens, elle se souvint de la dernière conversation qu'elle avait eue avec Alvaro. Ils avaient prévu de sortir dîner pour célébrer leur anniversaire, et comme d'habitude, ce fut elle qui organisa tout. Elle fit la réservation, choisit le lieu et lui rappela l'heure à laquelle ils devaient se retrouver. Cependant, au moment où il fallut se rencontrer, Alvaro arriva en retard, sans aucune explication. Sa seule réponse fut une excuse vague, comme si sa présence ne suffisait pas pour être à l'heure. Sofia sentit un nœud dans l'estomac, mais cette nuit-là, elle décida de ne pas se fâcher, gardant ses mots dans le silence de sa déception. Les jours passèrent, et avec eux, l'attitude d'Alvaro resta la même. Chaque fois qu'elle essayait de parler de ce qu'elle ressentait, il la regardait avec cette expression d'impatience qui la rendait encore plus épuisée. « Je ne comprends pas pourquoi tu compliques toujours tout », lui dit-elle un après-midi, alors qu'ils marchèrent dans le parc. Ces mots furent comme une rafale de vent froid qui la traversa complètement. Elle ne compliquait rien, elle voulait simplement être vue, être valorisée, être écoutée. Une nuit, lorsqu'Alvaro la laissa planter à une réunion de famille sans raison, quelque chose en Sofia changea. Elle en avait assez d'attendre, de se donner à quelqu'un qui ne lui accordait pas la même importance. Elle s'assit seule dans sa chambre, regardant la lune depuis la fenêtre et pensant à toutes les fois où elle avait laissé passer les attitudes indifférentes d'Alvaro, se convainquant que peut-être un jour il changerait. Mais cette nuit-là, elle comprit que personne ne change à moins qu'il ne le souhaite. Le lendemain, Sofia décida de prendre ses distances. Elle ne lui envoya aucun message comme elle le faisait chaque matin, ne lui demanda pas s'il voulait la voir et ne planifiait rien pour le week-end. Ce premier matin de silence lui parut étrange, mais aussi libérateur. Elle commençait à comprendre que sa paix valait plus que n'importe quel effort unilatéral pour maintenir une relation qui ne lui apportait plus de joie. La réaction d'Alvaro ne tarda pas à arriver. 2 jours plus tard, il l'appela et, sur un ton surpris, lui demanda pourquoi il n'avait pas eu de nouvelles d'elle. « Il se passe quelque chose ?» lui dit-il avec cette fausse préoccupation qui ne surgissait que lorsqu'il percevait que quelque chose échappait à son contrôle. Sofia ressentit l'envie de lui expliquer ce qu'elle ressentait, de libérer tous ses sentiments accumulés, mais au lieu de cela, elle répondit simplement
« Il n'y a rien, Alvaro. C'est juste que je suis occupé avec quelque chose. » Il tenta de s'accrocher, mais Sofia garda ses distances. Elle décida de ne pas réclamer, de ne pas chercher d'explication, mais de laisser le temps parler pour elle. Ainsi, les jours continuèrent. Cela s'est transformé en semaines, et bien qu'au début Alvaro semblait le prendre à la légère, peu à peu il commença à devenir inquiet et surpris. Il lui envoyait de temps en temps des messages pour lui demander si elle voulait sortir ou s'ils pouvaient se voir. Et chaque fois, Sofia trouvait une raison pour rester dans son propre espace. Un samedi après-midi, alors qu'elle se promenait sur la place Botero, Alvaro l'appela et lui demanda de le voir. Cette fois, elle accepta, bien que sans attente. Lorsqu'ils se retrouvèrent, il semblait nerveux, ce qu'elle n'avait jamais vu chez lui. Alvaro lui dit « Je sens que ces derniers temps tu es distant, et franchement, ça me manque de t'avoir près de moi », en essayant d'éviter son regard. Mais à cette table, tandis qu'elle l'écoutait, quelque chose en Sofia restait ferme et serein. Elle avait attendu ces mots pendant si longtemps qu'ils lui semblaient presque insignifiants. « Pourquoi te manque-t-il de m'avoir près de toi ?» lui demanda Sofia, et son ton était un mélange de curiosité et de froideur. Il se tut, ne sachant pas quoi répondre. À ce moment-là, Sofia comprit que ces mots, bien qu'ils paraissent sincères, ne changeaient rien. Elle avait appris à lâcher prise, à laisser partir les attentes qui l'avaient maintenue attachée à une relation unilatérale. Alvaro baissa les yeux, gêné par le silence de Sofia, tandis que ses mains nerveuses jouaient avec le bord de la serviette. Lui, il avait toujours été du genre à éviter les conflits, et pour lui, l'indifférence était son bouclier, une manière de se tenir à l'écart d'émotions qu'il trouvait trop compliquées. Mais maintenant, assis en face de Sofia dans ce café du Poblado, le silence était différent. C'était un silence lourd, rempli de choses qu'elle n'était plus prête à dire ni à réclamer. Alvaro commençait à se rendre compte que ce silence était différent, qu'il cachait quelque chose qui lui échappait. Sofia, de son côté, l'observait calmement. À un autre moment, elle aurait profité de cette rencontre pour exprimer ses sentiments, lui dire tout ce qui la faisait souffrir, lui supplier de changer, de s'engager. Mais à ce moment précis, elle ressentait une paix inattendue. Elle avait cessé d'attendre quelque chose de lui, et dans ce processus, elle s'était libérée des mots qu'elle ressentait autrefois comme urgents. Elle n'avait pas besoin qu'il comprenne, ni même qu'il change. Elle voulait juste être en paix. « T'es-tu déjà demandé ce que je veux, moi ?» demanda Sofia, brisant enfin le silence. Sa voix était douce, sans reproche, et pourtant, cela la déstabilisa. Il la regarda, visiblement gêné, et balbutia une réponse, mais il était évident qu'il n'avait aucune idée de ce qu'elle ressentait. Pour Alvaro, Sofia avait toujours été là, prête à pardonner, à attendre, à s'adapter à son rythme. Mais maintenant, avec cette question, elle le confrontait à quelque chose qu'il n'avait jamais envisagé. Elle aussi avait des désirs et des limites. Il tenta de changer de sujet, de minimiser la situation, mais Sofia ne se laissa pas distraire. « Tu sais, Alvaro, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de te comprendre, à essayer de te donner ce dont tu avais besoin, mais je ne peux plus continuer à me perdre dans ça. Maintenant, je veux penser à moi, dit-elle. » Ces mots étaient directs, mais ils n'avaient pas la charge de douleur qui les aurait accompagnés autrefois. Elle n'était plus blessée, elle était simplement décidée. La conversation continua, mais chaque mot que prononçait Sofia marquait une distance de plus en plus évidente entre eux. Alvaro tenta d'argumenter qu'il avait seulement besoin de temps, qu'il pouvait faire un effort pour changer, mais sa voix manquait de conviction. Sofia, de son côté, ne lui exigeait plus de promesses ni de changements. Dans son regard se lisait la résolution de quelqu'un qui a cessé d'attendre et a choisi une autre direction. Les jours suivants, Alvaro commença à ressentir l'absence de Sofia d'une manière qu'il n'avait jamais expérimentée. Le manque de ses messages, de ses appels, de ses questions constantes et de ces petits détails qu'il tenait pour acquis. Maintenant, il lui pesait. Sofia n'avait pas seulement cessé de lui parler, elle avait cessé de réclamer, d'insister, de chercher en lui quelque chose qu'elle n'avait jamais trouvé. Ce vide qu'elle avait laissé était pour Alvaro un écho constant de tout ce qu'il avait ignoré et de tout ce qu'il avait perdu par son indifférence. Un après-midi, après plusieurs tentatives infructueuses de lui parler, Alvaro décida d'aller la chercher chez elle. Il frappa à la porte,
espérant que Sofia apparaisse comme toujours. Regard chaleureux et cette disposition inconditionnelle qu'elle lui avait tant donnée. Mais quand elle ouvrit la porte, ce qu'elle vit fut une version de Sofia qu'elle ne reconnaissait pas. Une femme tranquille, sûre d'elle et surtout implacable. « Qu'est-ce que tu veux ?» lui demanda-t-elle sans détour, le regardant dans les yeux. Il tenta de balbutier quelque chose sur le fait qu'elle lui manquait, qu'il voulait comprendre ce qui se passait, mais elle l'interrompit avec un calme surprenant. « Pourquoi tu me manques, Alvaro? Est-ce que c'est parce qu'il te manque quelqu'un qui soit toujours là, ou parce que tu valorises vraiment ce que je suis ?» Ces paroles le laissèrent sans voix. C'était comme si chaque question de Sofia était une porte qu'il ne savait pas comment ouvrir, et pour la première fois, il sentit qu'il était vraiment en train de la perdre. Alvaro essaya de répondre, de la convaincre qu'il pouvait changer, qu'il voulait essayer à nouveau, mais Sofia ne réagissait pas. Elle était arrivée à un point où ses paroles ne l'atteignaient plus, où la seule réponse qui l'intéressait était celle qu'elle s'était donnée elle-même. Elle n'avait plus besoin de quelqu'un qui la cherchait uniquement quand il sentait qu'il la perdait. En se séparant, Sofia ferma doucement la porte et ressentit comme si le poids des années passées se dissipait par ce geste. Elle n'était plus coincée dans un cycle d'attente frustrée ni de promesses brisées. Alvaro resta là, immobile, devant la porte fermée, comme si le coup de cette séparation lui avait coupé le souffle. Pendant des années, il avait compté sur la patience et la dévotion de Sofia, sachant qu'elle serait toujours là, quoi qu'il arrive. Il n'aurait jamais imaginé qu'un jour elle déciderait de le laisser derrière, non par manque d'amour, mais par manque de réciprocité, par lassitude de vivre une relation où c'était toujours elle qui donnait sans recevoir. Mais le voilà, face au silence et à la réalité que Sofia n'avait plus besoin de lui. Les jours passèrent et Alvaro commença à ressentir un vide qui se faisait de plus en plus profond. Il se souvenait des petits moments où elle l'avait attendu sans dire un mot, des nuits où elle avait mis de côté ses propres désirs pour l'accompagner dans ses projets, des messages pleins d'affection et de patience qu'elle lui envoyait, bien qu'il répondait souvent par des monosyllabes ou des évasions. Chaque souvenir le frappait avec une intensité qu'il n'avait jamais ressentie, comme si chaque geste de Sofia, qu'il avait autrefois pris pour acquis, prenait désormais une importance déchirante. Alvaro commença à l'appeler, à lui envoyer des messages. Au début, ses mots étaient hésitants, presque désinvoltes, comme s'il essayait de rétablir le contact sans vraiment reconnaître le changement en elle. Mais Sofia répondait à peine, et quand elle le faisait, ses messages étaient courts, cordiaux, mais distants. Il n'y avait plus de traces des anciens reproches, ni de cette insistance qu'il avait un jour trouvée agaçante. Sofia ne recherchait plus rien de lui, et ce silence, cette paix qu'elle transmettait, c'était ce qui lui faisait le plus mal. Dans son désir de la récupérer, Alvaro commença à fréquenter des endroits qu'ils avaient l'habitude de visiter ensemble, cherchant l'occasion de la voir, de lui parler face à face. Un après-midi, il la vit assise sur un banc du parc, pieds nus, lisant un livre et profitant de la sérénité de son propre espace. Il s'approcha lentement, le cœur battant fort, et s'assit à ses côtés. « Sofia, tu me manques. Tu me manques tellement, » lui dit-il, espérant que ces mots éveilleraient en elle un écho de ce qu'ils avaient un jour partagé. Sofia leva les yeux de son livre et le regarda en silence, avec une expression calme. Il n'y avait plus en elle cette anxiété d'autrefois, ce désir de s'accrocher à quelqu'un qui ne lui avait jamais vraiment correspondu. « Qu'est-ce que tu me manques exactement ?» demanda Alvaro d'une voix douce, sans trace de ressentiment, mais avec une clarté qui le désarma. Il essaya de répondre, cherchant les mots pour lui expliquer le vide qu'il ressentait sans elle, mais chaque phrase qu'il formait dans son esprit semblait insuffisante. « Tout ce que tu me donnais, Sofia, ta patience, ta façon de prendre soin de moi, je regrette comme tu étais toujours là, même quand je ne le méritais pas, » avoua-t-il avec une honnêteté douloureuse. Mais Sofia le regardait simplement, et bien que ses mots semblaient sincères, elle savait qu'elle ne pouvait pas permettre qu'il revienne dans sa vie de cette manière. Elle avait appris à lâcher prise, à laisser partir, pas seulement Alvaro, mais aussi l'idée qu'elle pourrait le changer, qu'un jour il valoriserait ce qu'elle avait donné sans réserve. Ce que tu me manques, ce n'est pas moi, mais la commodité de quelqu'un qui était toujours prêt à tout supporter. Mais cette personne n'existe plus. Aujourd'hui,
Je suis quelqu'un qui a appris à se valoriser, et pour moi, c'est ce qui est le plus important. » Alvaro sentit comment ces mots le frappaient, comme si chacun d'eux dénudait la réalité de ses propres manques. Elle ne lui reprochait rien, mais ces mots, dits sans malice, lui faisaient plus de mal que n'importe quelle accusation. Il essaya de la convaincre, de lui dire qu'il pouvait changer, qu'il comprenait maintenant ce qu'il avait perdu, mais Sofia resta ferme dans sa position. « Ce n'est pas une question de savoir si tu changes ou pas, Alvaro, c'est une question de savoir que j'ai appris à vivre sans avoir besoin de ton approbation. Enfin, j'ai compris que ce que je suis ne dépend pas de combien tu me valorises, mais de combien je me valorise moi-même. » Et avec cette phrase, Sofia se leva du banc, laissant derrière elle celui qui, pour la première fois, sentait que ce qu'il avait vraiment perdu, c'était son propre égoïsme et son incapacité à apprécier ce qu'il avait eu. Tandis qu'elle s'éloignait, Alvaro resta là, regardant sa silhouette se perdre parmi les arbres du parc, ressentant un vide qu'il n'avait jamais connu. Après cette dernière rencontre dans le parc, la vie d'Alvaro plongea dans une monotonie insupportable. La présence de Sofia, qu'il avait autrefois considérée comme acquise, était devenue un souvenir douloureux, un vide qui l'accompagnait à chaque pas. En revenant à son appartement, chaque recoin semblait lui rappeler elle, la tasse qu'elle utilisait, le livre qu'elle avait laissé lors de sa dernière visite, et même les petits détails décoratifs qu'il avait un jour ignorés, mais qui maintenant semblaient lui parler en silence. Des semaines passèrent où il tenta de reprendre sa vie comme avant qu'elle ne s'éloigne, mais chaque tentative se soldait par une frustration de plus en plus grande. Ce qu'il avait ressenti auparavant comme des petites choses qu'elle valorisait, l'attention, les détails, le temps partagé, devenait maintenant son supplice. C'était comme si chaque jour il se rendait un peu plus compte de la profondeur de ce qu'il avait perdu. Sofia n'avait pas seulement été sa compagne, elle avait été celle qui le poussait, celle qui le faisait se sentir accompagné, même s'il ne l'avait jamais pleinement apprécié. Dans un acte désespéré, Alvaro lui écrivit à nouveau. Cette fois, ses mots semblaient sincères. Il lui parlait de tout ce qu'il avait appris de ses erreurs, de combien il la valorisait et de comment il désirait qu'elle lui accorde une dernière chance pour lui prouver qu'il pouvait changer. Pourtant, les messages restèrent sans réponse. Sofia, dans son silence, lui donnait une leçon bien plus percutante que n'importe quelle réclamation ou discussion. Il comprenait que ce silence n'était pas dû à un manque d'intérêt ou de froideur, mais parce qu'elle avait finalement décidé de se prioriser. Un jour, Alvaro croisa une amie commune qui, sans savoir quoi que ce soit de leur situation, lui dit comment Sofia semblait plus sereine que jamais. « Je la vois tellement heureuse ces derniers temps, tellement concentrée sur elle-même. Je crois qu'elle va très bien, » lui confia-t-elle avec un sourire. Alvaro sentit ces mots le frapper comme un seau d'eau glacée. Il imaginait que Sofia passait ses journées en espérant qu'à un moment donné il reviendrait. Mais cette réalité était différente. Elle s'épanouissait, exactement comme elle l'avait toujours voulu. Sauf que cette fois, elle le faisait sans lui. Le soir, dans son appartement vide, Alvaro comprit quelque chose qui le fit souffrir comme peu d'autres choses dans sa vie. Son indifférence avait été le prix qu'il avait payé pour perdre quelqu'un qu'il comprenait maintenant comme étant unique. Sofia avait cessé de se battre pour quelqu'un qui n'était pas prêt à se battre pour elle. Et dans son processus, elle lui avait donné une leçon, bien que de la manière la plus douloureuse. Avec le temps, Alvaro commença à vivre dans un cycle interminable de remords et de souvenirs qui le poursuivaient jour et nuit. Ce qui avait jadis été une relation confortable pour lui, où Sofia était toujours à sa disposition, devenait maintenant son plus grand regret. Dans ces nuits de solitude, il ne pouvait s'empêcher de penser à chaque moment où elle lui avait exprimé ses besoins et comment lui avait répondu par de l'indifférence. À chaque souvenir s'ajoutait une sensation d'impuissance, une certitude qu'il n'y aurait pas cette fois-ci de deuxième chance. Pendant ce temps, Sofia poursuivait sa vie. La libération qu'elle avait ressentie en lâchant cette relation lui avait permis de redécouvrir ses propres rêves, ses objectifs et les choses qu'elle avait un jour mises de côté pour plaire à Alvaro. Elle se consacra à prendre soin d'elle-même, reprit ses anciens passe-temps et s'entoura d'amis qui lui rappelaient sa propre valeur.
les personnes autour d'elle remarquaient le changement. Son rire était plus sincère, son regard plus assuré, et sa présence rayonnait d'une paix qui jusque-là avait été presque invisible. Un après-midi, tandis qu'elle marchait pour retrouver une amie, elle reçut un message d'Alvaro. Cette fois, au lieu de l'ignorer, elle décida de le lire, non parce qu'elle était prête à reprendre la relation, mais parce qu'elle voulait confirmer que ce chapitre était complètement clos dans son cœur. Le message disait « Sofia, je sais que je ne mérite pas que tu me lises, mais je veux que tu saches que je regrette profondément de ne pas avoir été à la hauteur. Aujourd'hui, je comprends ce que tu représentais réellement pour moi, et bien que je sache qu'il est trop tard, je ne peux pas m'empêcher de te le dire. Je regrette de ne pas avoir été l'homme que tu méritais. » Sofia lut le message en silence. Autrefois, ces mots auraient suffi à la bouleverser, à la faire revenir vers lui, espérant que cette fois-ci, les choses seraient différentes. Mais maintenant, après avoir guéri et retrouvé sa paix, ces mots ne la touchèrent pas. Il n'y avait ni rancune, ni douleur. Juste une sereine indifférence qui lui confirmait qu'elle avait fait ce qu'il fallait en le lâchant. Elle avait appris à accorder de la valeur à son propre bien-être, et cela lui donnait une clarté que aucune excuse ne pouvait effacer. Chaque jour qui passait, la vie d'Alvaro se transformait en une succession de moments teintés de remords, en voyant comment Sofia avançait, plus épanouie et rayonnante que jamais. La sensation d'avoir perdu quelque chose de vraiment précieux se plantait en lui comme une épine qu'il n'arrivait pas à enlever. Elle, en revanche, ne pensait plus à lui avec ressentiment ni nostalgie. Sa vie était tournée vers ce qui venait, vers les projets et les rêves qu'elle avait retrouvés en libérant le poids de cette relation. Une nuit, en consultant les réseaux sociaux, Alvaro vit une photo de Sofia entourée d'amis, souriante avec une lumière qu'il n'avait pas vue en elle depuis longtemps. L'image reflétait son nouveau chapitre, un chapitre où il n'était déjà plus une partie de sa vie. Un instant, il ressentit l'envie de lui écrire, de lui demander une dernière chance, de lui promettre une fois de plus qu'il pouvait changer. Mais même lui savait qu'il était trop tard. Sofia avait trouvé une paix qu'il ne lui avait jamais donnée. Les mois passés apportèrent à Alvaro une compréhension douloureuse mais nécessaire. Il comprit qu'il avait eu à ses côtés quelqu'un prêt à tout donner, quelqu'un qui avait cru en lui, même quand lui-même ne le faisait pas. En ignorant ses besoins et en minimisant ses émotions, il avait écarté une personne extraordinaire. Maintenant, Sofia était devenue une personne inaccessible, quelqu'un qui avait transformé sa douleur en force et qui marchait, avec la certitude de celle qui a choisi de se prioriser. Alvaro, au milieu de sa solitude, décida que le mieux qu'il pouvait faire pour lui-même était d'apprendre de cette perte. Il savait qu'il ne ferait jamais plus partie de la vie de Sofia, mais il promit qu'il ne traiterait plus jamais personne avec l'indifférence avec laquelle il l'avait traité. Dans cette leçon, apprise de la manière la plus dure, il reconnut la valeur de ce qu'il avait perdu. De son côté, Sofia poursuivait son chemin sans regarder en arrière, sans se demander si elle avait pris la bonne décision. Elle savait qu'au final, elle avait gagné quelque chose de bien plus important qu'une relation. Elle avait gagné sa paix, sa dignité et surtout la certitude qu'elle méritait une vie épanouie, entourée de personnes capables de la valoriser pour ce qu'elle était. L'histoire de Sofia et Alvaro illustre un cycle très courant dans les relations, où l'une des parties donne son amour, son temps et son dévouement sans recevoir la même chose en retour, et finit par trouver la force de prioriser son bien-être sur l'effort de maintenir une relation déséquilibrée. Analyser ce qui s'est passé entre eux nous amène à réfléchir sur des sujets plus profonds comme l'estime de soi, l'attachement et l'importance d'apprendre à lâcher prise. Sigmund Freud a parlé du principe de réalité, ce qui signifie qu'il est essentiel, dans la vie, d'ajuster nos attentes pour pouvoir voir les situations telles qu'elles sont, sans nous tromper. Pendant des années, Sofia avait nourri l'espoir que Alvaro apprécierait son amour et ses efforts. En acceptant enfin la réalité qu'il ne pouvait pas lui donner ce qu'elle méritait, elle choisit de ne pas se mentir. Cette déception fut le premier pas pour lâcher la relation et commencer son processus de libération. Rolando souligne l'importance de se décevoir le plus tôt possible pour éviter que l'attachement et les attentes prolongent la douleur. T'es-tu déjà retrouvé dans une relation où, malgré ton engagement,
L'autre personne répondait seulement par distance et manque de considération? Dans la vidéo de Rolando Goicoechea intitulée « Lâcher prise sans adieu », Rolando aborde justement ce sujet, explorant comment gérer un partenaire qui a cessé de te valoriser et qui, sans explication, a opté pour l'indifférence ou même la disparition. Dans ce contenu, Rolando parle de quand il est temps de terminer la relation, comment le silence peut être ta meilleure réponse, et comment, dans des situations comme celle-ci, ta dignité et ton amour-propre sont les clés pour surmonter tout jeu émotionnel. Ne rate pas cette vidéo et le reste de notre contenu, car nous partagerons aussi une histoire puissante sur Joaquín, qui, tout comme Sofía, découvrit le pouvoir de la distance et du silence comme sa meilleure leçon. Si tu as vécu quelque chose de similaire, cette vidéo et les leçons de Rolando te fourniront les outils nécessaires pour choisir ta paix avant toute relation qui ne te valorise pas. Un certain type d'intérêt romantique, ou même si c'est ton partenaire, mais cela fait déjà un certain temps qu'il vit avec toi, beaucoup de drames, beaucoup de chaos, beaucoup d'indifférence. Et, soudainement, ces derniers temps, il s'est complètement distancé, a disparu de la carte, il a constamment son téléphone éteint, et tu te demandes ce qui se passe, mais tu ne sais pas quoi faire. En fin de compte, tu t'es déjà lassé de tout ça. Tu as décidé de le quitter, mais tu ne sais pas si tu dois le faire face à face, alors qu'il s'est clairement distancé. Est-ce un lâche ou un cynique qui ne va même pas avoir le courage de te dire que c'est fini? Alors, voici le dilemme. Est-ce que je fais comme lui, je me distancie et on fait comme si de rien n'était, ou est-ce que je lui dis civilement que c'est fini? Je te laisse le choix, mais personnellement, je te dirais que cette personne ne mérite pas que tu planifies le jour, l'heure, le lieu pour lui dire ça. Dès qu'il éteint son téléphone, il ne te considère pas, et tu entends des rumeurs comme quoi il sortirait avec quelqu'un d'autre ou avec d'autres femmes. Dis-moi, à quel moment est-il recommandé que tu ailles lui dire « Écoute, je veux qu'on termine ?» Ces actions sont déjà plus que claires, plus que évidentes. Le fait que tu veuilles interpréter tout ça de manière aussi ambiguë, de façon à ce que cela corresponde à tes espoirs, en pensant que non, peut-être qu'il va changer, peut-être que son attitude va changer. C'est une attitude capricieuse qui va disparaître en quelques jours. Si cela fait déjà un moment qu'il se comporte ainsi, ce qui se passe maintenant, c'est qu'il renforce simplement ce qu'il est. Dis-moi, qu'attends-tu de quelqu'un qui a toujours agi de cette manière? Une telle personne ne mérite pas que tu lui envoies un message pour lui expliquer pourquoi tu veux le quitter. Non, cette personne doit déjà l'accepter. Et s'il est surpris, caramba, cette personne a l'âge nécessaire pour comprendre la stupidité qu'elle a commise en te négligeant de cette manière, au point que tu aies décidé de le quitter en silence. Parfois, il n'est pas nécessaire de dire avec des mots que tu vas le quitter. Il suffit de le bloquer, de le laisser en vue et de ne plus lui permettre d'avoir accès à ta vie, car tu as trouvé le courage. Tu t'aimes tellement, tu as tellement de force, que lorsque cette personne arrive, par ton expression, ton langage corporel, ton ton de voix, il se rendra compte qu'il n'a plus de chance avec toi. Bien sûr, tu vas me dire, et maintenant, il va devenir affectueux, maintenant il va agir comme je voulais, maintenant il va regretter, maintenant il va être attentif à moi. Probablement, oui. Mais, dis-moi, est-ce que quelqu'un qui a besoin de jouer à ses jeux d'enfant, de s'éloigner, de profiter de la vie sans toi, puis de se rendre compte de l'erreur qu'il a faite mérite ta compagnie? Est-ce que tu mérites une personne qui agit ainsi dans ta vie? Bien sûr, maintenant il va devenir affectueux, il va être attentionné, il va t'écrire, il va t'appeler, il va te rendre visite, il va contacter ta meilleure amie ou tes proches, il va se faire la victime. Pourquoi ne lui donnes-tu pas une chance parmi toutes celles que tu lui as déjà données? Pourquoi ne commencez-vous pas quelque chose de nouveau, ou pourquoi ne s'engage-t-il pas avec toi? C'est-à-dire, maintenant, il veut déjà lâcher l'anneau, non? Curieusement, mais... Raconte-moi, dis-moi, prends ta main et mets-la sur ton cœur. Veux-tu quelqu'un dans ta vie qui doit constamment faire cela pour que cette personne se rende compte qu'elle t'a? Personnellement, ma dignité ne le permettrait pas. Et la tienne? Travaille dessus pour que tu ressentes que tu l'as, ou si ton amour-propre n'est pas encore assez solide, tu vas t'aimer suffisamment à partir de maintenant pour ne plus accepter ce genre de personne dans ta vie. Et je crois que ce sera le cas. Selon les mots de Rolando, ce qui fait le plus mal, ce n'est pas l'absence d'amour, mais la prolongation du mensonge que l'on alimente soi-même. Sofía,
en arrêtant de supplier et de réclamer, a choisi d'accepter la réalité telle qu'elle était et de se libérer de l'attente. Cela ne lui a pas seulement permis de trouver la paix, mais cela lui a aussi donné la clarté nécessaire pour voir Alvaro sans l'idéaliser comme quelqu'un qui n'était pas prêt à la valoriser. Jean Piaget, dans sa théorie du développement cognitif, décrit comment le processus d'adaptation nous conduit à réorganiser notre compréhension du monde. Dans l'histoire de Sofía, en ajustant sa perception et en renonçant à l'attente d'un changement chez Alvaro, elle a commencé à construire une vision plus réaliste et stable de ce qu'elle méritait dans une relation. Cet ajustement, bien que douloureux, lui a permis d'arrêter d'attendre et de concentrer son énergie sur elle-même, redécouvrant sa valeur. D'un point de vue de la psychologie humaniste, Watt Riso souligne que l'amour-propre est fondamental dans toute relation, car il nous permet de poser des limites et de choisir ce qui nous fait du bien. Riso insiste sur le fait qu'une personne avec une estime de soi solide ne dépend pas de la validation extérieure. Sofía, en priorisant sa paix, a démontré qu'elle avait développé cet amour-propre qui lui a permis de lâcher prise sans regarder en arrière. En cessant de donner de l'énergie à une relation qui ne lui faisait pas de bien, elle s'est libérée de la dépendance émotionnelle et s'est ouverte à une vie plus authentique. Il est également intéressant de mentionner comment Mario Benedetti, dans son œuvre, suggère que l'amour est comme l'eau entre les mains. Plus tu essaies de le retenir, plus il s'échappe. Cette idée reflète l'expérience de Sofía. Plus elle tentait de faire en sorte que Alvaro réponde à ses efforts, plus il s'éloignait émotionnellement. Son amour n'a commencé à couler véritablement que lorsqu'elle a cessé d'essayer de le retenir, quand elle a choisi sa liberté et son bien-être. D'autre part, Paulo Coelho soutient que lorsque nous lâchons enfin ce qui ne nous appartient pas, nous faisons de la place pour que ce qui est vrai vienne. Sofía est devenue un exemple vivant de cet enseignement. En lâchant son attente que Alvaro change, elle a ouvert la porte à de nouvelles possibilités et à une vie où la paix et l'authenticité pouvaient s'épanouir. L'attitude d'Alvaro, en revanche, reflète ce que Rolando Goicoechea décrit comme le carburant émotionnel. Des personnes comme Alvaro, dans leur indifférence, trouvent dans les réclamations des autres une source de pouvoir et de contrôle. En ne recevant plus cette attention et cette dédication que Sofía lui offrait, Alvaro a finalement expérimenté le vide et la perte. Sans le carburant de Sofía, il a été obligé de confronter ses propres carences émotionnelles, se confrontant à la réalité de ne pas l'avoir valorisée jusqu'à ce qu'elle ne soit plus là. Carl Jung disait que ce que nous avons le plus peur d'affronter chez les autres est ce que nous n'avons pas résolu en nous-mêmes. Alvaro évitait de s'engager et ne pouvait pas reconnaître la valeur de Sofía jusqu'à ce qu'elle parte, parce qu'il ne savait pas comment répondre par amour et dévouement. D'une certaine manière, le départ de Sofía l'a confronté à son propre vide émotionnel, lui révélant une vérité douloureuse à son sujet. D'un point de vue thérapeutique, on pourrait dire que le cas de Sofía et Alvaro montre aussi comment le silence et le contact zéro, comme l'enseigne Rolando, sont des outils puissants de récupération et de protection émotionnelle. Sofía a cessé de répondre, elle a cessé de chercher des explications, et dans ce silence, elle a trouvé une force transformante. Rolando mentionne que le silence est la meilleure réponse quand ce que tu cherches est de lâcher prise. En ne cédant pas aux provocations d'Alvaro, elle a gardé sa paix et affirmé sa décision d'avancer. Cependant, ces choses ne se produisent pas seulement chez les femmes. Il existe des hommes qui souffrent aussi lorsqu'ils ne sont pas valorisés. Et c'est pourquoi nous aborderons également une autre histoire qui, peu importe que tu sois homme ou femme, cela te laissera un enseignement puissant. C'était un après-midi nuageux à Buenos Aires. Joaquín marchait dans les rues du quartier de Palermo avec une sensation de vide, quelque chose qu'il portait depuis plusieurs mois. À 32 ans, il était en couple avec Anna depuis presque 4 ans, une femme qui, au début, lui avait redonné le sens de l'aventure et de la fraîcheur dans sa vie. Au début, Joaquín était heureux avec elle. Chaque rencontre était pleine d'énergie, chaque conversation débordait de rire, et il sentait qu'il avait enfin trouvé quelqu'un avec qui construire une vie partagée. Cependant, avec le temps, cette relation avait pris un autre tournant. Depuis 1 an, Joaquín remarquait qu'il était toujours celui qui cherchait Anna, celui qui organisait les week-ends, celui qui faisait tout pour maintenir la connexion entre eux. Anna, de son côté, devenait de plus en plus distante. Parfois, elle répondait à ses messages plusieurs heures après,
et chaque fois que Joaquin proposait un plan pour être ensemble, elle trouvait une excuse. Une réunion de travail, une sortie avec des amis, ou elle disait simplement qu'elle avait besoin de temps pour elle-même. Joaquin tentait de la comprendre, mais la sensation que ses efforts n'étaient pas appréciés commençait à l'épuiser. Cet après-midi-là, à Palermo, alors que le vent froid lui éparpillait les cheveux et que les lumières de la ville commençaient à s'allumer, Joaquin décida de marcher jusqu'au café où ils allaient au début de leur relation. Il entra dans le lieu et s'assit à une table près de la fenêtre. Il regarda autour de lui, se souvenant des moments qu'il avait partagés avec Anna en cet endroit. Un nœud à la gorge l'accompagna lorsqu'il pensa à combien tout avait changé depuis ces jours où ils semblaient inséparables. Joaquin sortit son téléphone et vérifia ses messages. Il avait écrit à Anna quelques heures plus tôt pour lui proposer de dîner ensemble ce soir-là, mais son message restait sans réponse. Ce n'était pas la première fois que cela arrivait. En fait, cette indifférence était devenue une constante ces derniers mois. Chaque fois qu'il tentait de se rapprocher ou proposait de passer du temps ensemble, il recevait en réponse un silence qui lui faisait plus mal qu'il n'était prêt à l'admettre. En remuant son café, il se rappela la dernière conversation qu'il avait eue avec Anna à propos de leur relation. Ils s'étaient redisputés une nuit après qu'il l'ait attendue dans un restaurant pendant presque 1 heure. Lorsqu'elle arriva enfin, Anna lui offrit seulement des excuses hâtives et continua de parler de sa journée sans même se rendre compte de combien il était énervé. Joaquin tenta d'exprimer sa frustration, mais elle le regarda avec un air agacé et lui dit « Je ne comprends pas pourquoi ça t'affecte autant. Parfois j'ai l'impression que tu dramatises tout. » Ces mots résonnèrent dans son esprit encore et encore. Depuis cette nuit-là, Joaquin sentit que quelque chose en lui se brisait, comme si la connexion qui les avait unis au début commençait à se dissiper. Il savait que la relation ne fonctionnait pas, mais d'une certaine manière, il résistait à l'accepter. Il pensait que s'il faisait un effort de plus, s'il trouvait un moyen de la rendre heureuse, peut-être que tout changerait. Les jours suivants, cette dispute furent tendue. Joaquin tentait de rester calme et de ne pas faire plus de reproches, mais le ressentiment grandissait en lui. Chaque fois qu'Anna annulait un plan ou répondait par monosyllabes à ses messages, il sentait sa patience s'épuiser et, pourtant, il restait là, s'efforçant de récupérer ce qu'ils avaient eu autrefois. Une nuit, Joaquin décida de la confronter à nouveau. Il lui demanda de se retrouver dans le même café de Palerme où il avait l'habitude de passer du temps à se remémorer les bons moments. Il arriva tôt et s'assit à une table près de la fenêtre, attendant avec impatience. Enfin, Anna arriva avec son sourire désinvolte comme si rien n'était arrivé. Joaquin prit une profonde inspiration et la voix tremblante commença à parler de ce qu'il ressentait. « Anna, je sens que tu es de plus en plus distante. Je fais tout ce que je peux pour me rapprocher de toi, mais il semble que rien de ce que je fais ne soit suffisant, dit-il, essayant de contenir la tristesse dans sa voix. Anna le regarda sans grand intérêt et répondit d'un ton froid. « Joaquin, je ne sais pas pourquoi tu as toujours besoin de tant de choses. Tu m'épuises avec tes reproches. Si tu n'es pas heureux, peut-être que tu devrais arrêter d'insister. » Ces mots le laissèrent sans voix. Anna non seulement ne comprenait pas sa douleur, mais elle l'accusait aussi d'être responsable du manque de connexion entre eux. Joaquin sentit une douleur profonde lui traverser la poitrine, mais il décida de ne pas répondre. Il se limita à ressentir et à baisser les yeux, incapable de trouver les mots pour exprimer ce qu'il ressentait. La réponse d'Anna laissa Joaquin dans un état de total déconcertement. Cette nuit-là, après qu'elle soit partie du café sans se retourner, il resta assis, observant sa tasse de café vide, avec la sensation d'avoir atteint la limite de ce qu'il pouvait supporter. Les mots d'Anna résonnèrent dans sa tête encore et encore. « Si tu n'es pas heureux, peut-être que tu devrais arrêter d'insister. » Il ne pouvait pas croire que son effort, ses tentatives de sauver la relation, étaient perçues par elle comme quelque chose de gênant, voire épuisant. Les jours suivants, Joaquin se plongea dans un étrange silence. Il avait cessé de lui envoyer des messages à Anna et n'essayait même plus d'appeler. C'était la première fois en des années qu'il offrait un répit à la relation, et bien que le vide fût accablant, une petite part de lui se sentait en paix. Son meilleur ami, Lucas, remarqua le changement et lui demanda lors d'une sortie au parc
« Que se passe-t-il, Joaquin ? Je ne te vois pas bien, c'est à cause d'Anna ?» Joaquin, essayant de garder son calme, acquiesça. « Je suis fatigué. Lucas, c'est toujours moi qui fais le premier pas, qui fait tout pour que les choses fonctionnent, et elle semble s'en moquer. » Lucas l'écouta en silence, puis lui donna un conseil qui allait changer la façon dont il voyait les choses. « Parfois, le problème n'est pas ce que tu fais ou ne fais pas, Joaquin, mais à qui tu le donnes. Peut-être que le problème est que tu t'efforces pour quelqu'un qui n'a jamais voulu faire d'efforts pour toi. » Les paroles de son ami tombèrent comme un poids dans son esprit, éveillant une sorte de clarté qu'il n'avait jamais eue auparavant. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Joaquin se regarda dans le miroir et vit un visage fatigué, le reflet de quelqu'un qui s'était tellement donné qu'il ne savait plus comment se retrouver. Avec chaque effort pour maintenir une relation unilatérale, il avait perdu un peu de son identité, de ses désirs, de sa propre paix. Ce soir-là, il se fixa un objectif qu'il n'avait jamais envisagé auparavant, cesser d'insister. Les jours se transformèrent en semaines, et pendant ce temps, Joaquin commença à consacrer plus de temps à ses propres intérêts. Il reprit sa guitare, quelque chose qu'il avait mis de côté depuis des années, faute de temps. Il commença à courir le matin et retrouva des amis avec qui il avait perdu contact dans sa tentative d'être toujours disponible pour Anna. Bien qu'il ne puisse nier qu'il ressentait encore un vide, il commença aussi à expérimenter une liberté qu'il avait oubliée. Anna, en remarquant le manque de communication de Joaquin, mit du temps à réagir. Pendant les premières semaines, elle pensa que son silence était temporaire, qu'il finirait par lui écrire à nouveau, par la chercher comme il le faisait toujours. Cependant, lorsque les jours passèrent et qu'elle ne reçut aucun signe de lui, elle commença à ressentir une gêne inconnue, une sorte de vide auquel elle n'était pas habituée. C'est alors qu'elle décida de l'appeler, s'attendant à ce qu'il réponde avec la même disponibilité que d'habitude. Joaquin vit l'appel d'Anna sur son écran et, pour la première fois, hésita à répondre. Pendant si longtemps, il avait attendu ce geste de sa part, un appel signifiant qu'elle tenait à lui, qu'elle reconnaissait son absence, mais maintenant quelque chose en lui avait changé. Finalement, il prit une profonde inspiration et répondit « Bonjour, Anna », dit-il, sa voix calme, sans les traces d'urgence qu'il avait l'habitude d'avoir. Elle, surprise par son ton, tenta de paraître décontractée. « Oh, bonjour, Joaquin. Cela fait longtemps que je n'ai pas de nouvelles de toi, tu vas bien ?» Sa question semblait presque étrange, comme si elle-même ne savait pas comment l'aborder. Joaquin marqua une pause avant de répondre. « Oui, je vais bien, je me suis juste occupé de moi. J'ai pris un peu de recul. » Le silence qui suivit fut gênant, et Anna remarqua que la familiarité entre eux semblait s'estomper. Ce n'était plus le Joaquin anxieux d'avant, celui qui faisait toujours des efforts pour maintenir la relation. Anna, mal à l'aise face à la froideur de la voix de Joaquin, tenta de reprendre le contrôle de la conversation. « Eh bien, je suis contente que tu ailles bien. Mais je pensais que peut-être nous pourrions nous voir ce week-end, je ne sais pas, prendre un verre, discuter un peu, dit-elle presque comme si elle tenait pour acquis qu'il accepterait. Mais Joaquin, au lieu de s'en réjouir, ressentit une étrange indifférence, une tranquillité venant du fait qu'il n'avait plus d'attente. D'une voix calme, il répondit « Ce week-end, je ne peux pas, Anna. J'ai des projets avec des amis, des choses que j'avais mises de côté. » Les paroles de Joaquin furent comme un seau d'eau froide pour Anna, habituée à ce qu'il s'adapte toujours à ses besoins et à ses horaires. Elle ne savait pas comment réagir à ce refus. Son malaise était évident, mais Joaquin, au lieu d'essayer d'adoucir la situation comme il l'aurait fait auparavant, il resta ferme. Pour la première fois depuis longtemps, il sentait qu'il faisait des choix pour lui-même, et non par besoin de plaire ou de retenir quelqu'un. Les jours suivants, Anna tenta à nouveau de le contacter en lui envoyant des messages où elle essayait de justifier sa distance et de lui expliquer qu'elle traversait des moments difficiles. Joaquin lisait ces mots, mais il ne ressentait plus l'envie de sauver la relation. Il avait commencé à apprécier son temps seul, ses matins de lecture, ses soirées de guitare et les conversations sincères avec ses amis. Les messages d'Anna continuèrent d'arriver, mais Joaquin sentait que chacun d'eux arrivait trop tard. Ce qui aurait autrefois été une source de joie ou d'espoir n'était désormais plus qu'un rappel du temps qu'il avait passé à essayer d'obtenir de sa part ce qu'elle n'était pas prête à lui donner.
L'attitude qu'il avait adoptée n'était pas une stratégie, mais un acte d'autodéfense, une manière de se protéger et de se respecter après tant de temps à se sentir ignoré et sous-estimé. Un après-midi, en se promenant dans le jardin botanique de Buenos Aires, il vit un autre message d'Anna sur son téléphone. Cette fois, elle se montrait plus insistante, presque anxieuse. « Pourquoi es-tu si distant ? Joaquín, est-ce que notre relation ne t'intéresse plus ?» disait le message. Joaquín s'arrêta un instant pour le lire, et au lieu de ressentir de la culpabilité ou l'envie de répondre, il ressentit simplement de la paix. Pour la première fois, il se rendit compte qu'il n'avait pas à justifier son changement ni ses décisions. Avec cette sérénité dans le cœur, il décida de répondre. « Anna, tu as beaucoup compté pour moi, mais je me suis lassé d'être dans une relation où je suis le seul à fournir des efforts. Je ne suis pas distant par caprice, mais parce que j'ai compris que je ne peux pas être le seul à ramer. Je suis en train d'apprendre à vivre pour moi, et je pense que c'est le mieux. » Il envoya le message sans regret et rangea son téléphone dans sa poche. Il ne cherchait plus une réaction de sa part. Tout ce qu'il voulait, c'était de la clarté et de la paix pour lui-même. En lisant le message, Anna ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais expérimenté avec lui. Un vide, une sorte de perte qui la surprit. Elle avait tenu pour acquis que Joaquín serait toujours là, que son dévouement et sa constance étaient inépuisables. Maintenant, en voyant qu'il avait changé, elle ressentit une sorte de peur, une inquiétude qu'elle n'arrivait pas à chasser de sa tête. Cette nuit-là, après avoir réfléchi et repassé la situation, elle décida qu'elle devait le voir, qu'elle devait parler avec lui en personne et récupérer ce qu'elle croyait être en train de perdre. Joaquín reçoit son message le jour suivant. « On peut se voir, s'il te plaît ? Je crois qu'on doit en parler en personne. » Il hésita un moment avant de répondre, sachant que cette rencontre pourrait raviver de nombreuses émotions qu'il croyait avoir laissées derrière lui. Cependant, il décida d'accepter. Ils se retrouvèrent dans un petit bar du centre qu'ils fréquentaient au début de leur relation, quand les choses semblaient encore prometteuses et pleines d'illusions. En entrant, Joaquín la vit assise à l'une des tables, les yeux rivés sur son téléphone. Elle leva les yeux en le voyant et esquissa un sourire nerveux, différent de ceux auxquels il était habitué. En s'installant en face d'elle, il remarqua que, pour la première fois, c'était Anna qui semblait anxieuse, qui cherchait son approbation, tandis qu'il restait serein, tranquille dans sa propre compagnie. Anna commença à parler rapidement, presque précipitamment, lui expliquant qu'elle avait été occupée, qu'elle traversait beaucoup de choses personnelles et que peut-être elle n'avait pas su lui accorder l'attention qu'il méritait. « Joaquín, je sais que j'ai été distante et je comprends que tu sois en colère, mais je pense qu'on pourrait se donner une nouvelle chance. Je peux changer. Vraiment, je veux essayer. » dit-elle d'un ton qui frôlait presque la supplication, quelque chose que Joaquín n'avait jamais imaginé voir chez elle. Mais ces mots, bien qu'ils semblaient sincères, ne généraient plus en lui la même émotion qu'auparavant. Il avait attendu longtemps quelque chose de semblable, mais maintenant, il se rendait compte que cela ne l'affectait plus autant qu'il le pensait. Avec un calme qu'Anna ne s'attendait pas à voir, Joaquín prit une gorgée de son café avant de répondre. « Anna, ce n'est pas que je ne m'en fiche, c'est juste qu'aujourd'hui je comprends que je ne peux plus attendre que quelqu'un décide de me valoriser quand cela lui conviendra. J'ai passé beaucoup de temps à essayer et je pense qu'il est temps que chacun suive son propre chemin. » Anna le regarda, incrédule, les yeux remplis de surprise et peut-être de regret. C'était la première fois que Joaquín mettait une limite, et cela, d'une certaine manière, le rendait inaccessible pour elle. Le silence entre eux fut long et confortable. Joaquín se rendit compte qu'il ne ressentait plus l'envie de justifier ses paroles ni d'adoucir le coup. Il avait passé trop de temps à se demander d'être patient, à chercher des raisons pour l'absence d'engagement d'Anna. Maintenant, en l'observant devant lui, il comprenait que, même si elle voulait essayer, il n'était plus prêt à revenir à ce cycle d'attente et de déception. Anna, tentant de reprendre contenance, lui dit « Tu n'as aucune idée à quel point je regrette de ne pas l'avoir vu plus tôt, Joaquín. Peut-être que je n'ai pas su t'apprécier, et maintenant que je le comprends, je crois que nous méritons une autre chance. » Ces paroles, pleines d'émotion, auraient suffi à le toucher à un autre moment,
mais Joaquin ne se sentait plus le même. Plutôt que de se raccrocher à ces mots, il comprit que sa paix intérieure était bien plus importante que n'importe quelle excuse ou tentative de rédemption. Il se leva de la table, la regardant avec un regard qui ne contenait ni rancœur, mais une détermination inébranlable. « Anna, je te remercie pour ce que tu dis, vraiment. Mais cette fois, j'ai choisi quelque chose de différent. Je me choisis moi, dit-il. Et sans attendre de réponse, il s'éloigna, laissant derrière lui Anna et tous les moments qu'il avait autrefois retenus. Les deux histoires, celle de Sofia et celle de Joaquin, montrent comment le processus de lâcher une relation où il n'y a pas de réciprocité devient, paradoxalement, le plus grand acte d'auto-estime. Les deux personnages, après des années à investir leur temps, leur énergie et leur amour dans quelqu'un qui n'était pas prêt à en faire autant, arrivèrent à un point d'épuisement émotionnel qui les amena à prendre la décision la plus difficile. Cesser d'insister, cesser de chercher la validation de quelqu'un qui ne les valorisait pas. Cette décision, bien qu'elle semblait marquer la fin de leur relation, se transforma en une leçon puissante pour leurs partenaires respectifs, qui, à la fin, expérimentèrent l'impact de ce qu'ils avaient perdu. D'un point de vue psychologique, le processus vécu par Sofia et Joaquin repose sur ce que les thérapeutes appellent le détachement émotionnel. Plutôt que de continuer à attendre que leur partenaire change, les deux personnages choisirent de privilégier leur bien-être. Sigmund Freud mentionna que l'un des plus grands défis émotionnels que nous rencontrons est de lâcher nos attentes, surtout dans les relations où nous nous sommes profondément investis. Freud explique que le principe de réalité nous oblige à reconnaître quand quelque chose ne fonctionne pas. Et tant Sofia que Joaquin prirent la décision de voir leur relation sans illusion, confrontés à la vérité que leurs efforts n'étaient pas réciproques. Rolando Goicoechea, dans ses enseignements sur le détachement, souligne que ce qui fait le plus mal à une personne qui ne vous valorise pas, c'est de voir que vous n'attendez plus rien d'elle. Dans les deux histoires, l'acte de cesser d'insister fut plus percutant que n'importe quelle réclamation. En décidant de ne plus donner d'explications ni de demander plus d'attention, Sofia et Joaquin coupèrent le carburant émotionnel que leur partenaire recevait en les voyant lutter pour une relation déséquilibrée. Goicoechea insiste sur le fait que cet acte de lâcher prise, sans rancœur, sans drame, est une forme d'auto-estime qui met en évidence l'indifférence de celui qui n'a pas su apprécier. Avec sa théorie de l'adaptation, décrit comment le processus d'adaptation nous permet d'organiser nos croyances pour nous ajuster à de nouvelles réalités. Tant Sofia que Joaquin adaptèrent leur compréhension de la relation en acceptant que leur amour n'était pas valorisé et qu'il n'y avait donc aucune raison de continuer à investir dans quelqu'un qui n'était pas prêt à s'engager. Cette adaptation leur permit de modifier leurs attentes et de concentrer leur énergie sur eux-mêmes. Walter Rizzo, dans son travail sur l'amour-propre, soutient qu'une personne ayant une estime d'elle-même solide ne supplie pas l'amour, ni ne demande d'attention à celui qui ne l'offre pas. Ce principe se reflète dans la décision des deux protagonistes de cesser de chercher dans leur partenaire ce qu'ils ne recevraient jamais. Pour Rizzo, l'acte de lâcher une relation où l'on n'est pas valorisé est un signe de croissance émotionnelle, un acte d'amour-propre qui renforce l'identité et permet de construire une vie plus épanouie. Du point de vue de Mario Benedetti, l'amour n'est pas supplier ni mendier de l'attention. L'amour est un acte de don, mais aussi de liberté. Les deux protagonistes, en cessant de demander ce que leur partenaire n'était pas prêt à donner, cessèrent de mendier l'amour et retrouvèrent leur liberté. Benedetti suggère que l'amour véritable permet à chaque personne de conserver sa dignité et son autonomie, et tant Sofia que Joaquin trouvèrent dans le silence et la distance le chemin vers une vie où leur valeur n'était pas fonction de l'acceptation de quelqu'un d'autre. Paulo Coelho soutient que le véritable changement et la croissance personnelle surviennent lorsque nous décidons de lâcher prise sur ce qui nous fait du mal, ouvrant ainsi de l'espace pour ce que nous méritons réellement dans les histoires. Les deux protagonistes ont trouvé leur paix et leur liberté en acceptant que leur relation ne pouvait pas leur apporter le bonheur qu'ils recherchaient. Coelho mentionne que l'acte de lâcher prise est un signe de maturité émotionnelle, un rappel que lorsque nous libérons ce qui ne nous valorise pas, nous créons l'opportunité d'attirer des relations authentiques et réciproques. L'impact de leurs décisions s'est fait sentir chez leurs ex-partenaires
qui, en perdant l'effort constant et l'attention qu'ils recevaient, ont commencé à faire face à un vide qu'ils n'avaient pas anticipé. Ana et Alvaro, habitués à recevoir l'amour inconditionnel de leur partenaire, ont été confrontés à la réalité qu'ils ne pouvaient plus compter sur cette dévotion. Cette perte, comme le mentionne Goicoechea, est ce qui génère véritablement un changement. Lorsque quelqu'un cesse de vous avoir besoin et cesse de chercher votre approbation, c'est à ce moment-là que vous comprenez vraiment ce que vous avez perdu. Freud parlait de la compulsion à répéter, la tendance à recréer des expériences qui ne sont pas familières, même lorsqu'elles ne sont pas saines. Dans leur relation, tant Ana qu'Alvaro répétaient des schémas d'indifférence et de distance, car ils croyaient que leur partenaire continuerait à les attendre. Cependant, lorsque Joaquín et Sofía ont décidé de rompre ce cycle, ils ont également rompu avec cette compulsion à répéter des schémas malsains. En se libérant, ils ont aussi privé leurs ex-partenaires du contrôle qu'ils exerçaient sur eux. Rolando explique que le contact zéro est un outil essentiel pour ceux qui souhaitent retrouver leur paix après une relation déséquilibrée. Sofía et Joaquín ont appliqué cette méthode en cessant de chercher des explications, en ne réclamant ni attention ni insistance. Leur silence et leur distance ont été plus efficaces que n'importe quelle conversation ou tentative de réconciliation, car ils ont permis à leurs ex-partenaires de confronter la réalité de leur absence. Tant Joaquín que Sofía, en choisissant ce détachement, ont donné une leçon à leurs ex-partenaires que les mots n'auraient pas pu transmettre. En cessant d'être présents et disponibles, ils ont permis à Ana et Alvaro d'expérimenter l'absence de leur amour et de leur dévotion. Ce vide, comme le souligne Goicoechea, est une leçon silencieuse qui confronte la personne qui n'a pas su valoriser. Dans l'approche de Carrom, le processus d'intégration émotionnelle consiste à affronter notre ombre, ces parties de nous-mêmes que nous préférons ignorer. Tant Ana qu'Alvaro ont été confrontés à leur ombre, l'indifférence et l'égoïsme qu'ils avaient de montrer dans leur relation. Le départ de leur partenaire les a obligés à voir l'impact de leurs actions et à confronter une vérité qu'ils avaient ignorée pendant longtemps. À chaque étape de leur processus, Joaquín et Sofía ont réaffirmé leur droit d'être aimés de manière réciproque et respectueuse. Ils ont décidé de ne plus se contenter de miettes émotionnelles et ont récupéré leur estime de soi en lâchant ce qui ne leur apportait pas la paix. Cette action, bien que simple, a été la plus puissante, car elle les a positionnés dans un lieu de force et de respect de soi qui ne nécessitait l'approbation de personne d'autre. Ainsi, l'impact de leur départ a été plus profond que ce que n'importe quelle réclamation ou argument aurait pu accomplir. Ana et Alvaro, habitués à recevoir sans donner, ont dû faire face au prix de leur indifférence et de leur manque d'engagement. La leçon pour eux était claire. Lorsque quelqu'un vous donne son amour et que vous le prenez à la légère, la douleur de son absence peut se transformer en la plus grande des enseignements. L'histoire de Sofía et Joaquín nous rappelle que parfois ce qui affecte le plus ceux qui ne nous valorisent pas, ce ne sont pas nos réclamations ou explications, mais notre silence et notre décision de ne pas insister. T'es-tu déjà demandé s'il est possible de donner une leçon à celui qui t'a blessé, à cette personne qui n'a pas su te valoriser? Les histoires de Sofía et Joaquín montrent que, pour y parvenir, la première étape est d'apprendre à lâcher prise. Et cela ne sera jamais possible si nous sommes piégés dans l'obsession ou un attachement négatif. Te trouves-tu constamment en train de penser à cette personne, de revoir ses réseaux sociaux en attendant un signe? Si tu te sens ainsi, tu dois savoir que, comme l'explique Rolando Goicoechea, cet attachement et cette obsession peuvent être ton plus grand obstacle pour avancer réellement. Dans sa prochaine vidéo, Rolando nous parlera de comment rompre ces schémas obsessionnels et apprendre à identifier quand l'intérêt est devenu un fardeau. As-tu déjà ressenti qu'en l'absence de cette personne, tu ne pouvais pas être en paix? L'obsession et l'attachement nous poussent à idéaliser celui qui, en réalité, nous fait du mal, et ce que nous devons apprendre, c'est à cesser de leur donner ce pouvoir. Rolando nous montrera comment distinguer une connexion saine d'un attachement malsain et comment rediriger notre énergie vers nous-mêmes au lieu de rester coincé dans une attente. Cette leçon de détachement est essentielle. Tant que nous restons obsédés par quelqu'un qui ne nous valorise pas, nous ne pourrons jamais retrouver notre tranquillité, ni lui donner la leçon que, au fond, nous souhaitons lui donner. Tout comme Sofía et Joaquín, il est nécessaire d'apprendre à concentrer notre attention sur ce qui compte vraiment
et de comprendre que le silence et la paix sont les réponses les plus puissantes. Demande-toi, de quelle manière alimentes-tu cette obsession? Quelle importance cette personne a-t-elle pour que tu continues à la garder dans ta vie, même lorsqu'elle t'a montré de l'indifférence? Rolando nous offrira des outils pour voir clairement ce que nous maintenons et comment nous débarrasser de ce poids. Si tu es prête à te libérer de l'obsession et à donner cette leçon définitive à celui ou celle qui ne t'a pas valorisé, ne manque pas le prochain contenu, où tu découvriras comment retrouver ta paix et rediriger ton énergie vers ce qui en vaut vraiment la peine. Il est probable que tu sois en train de fouiller sur les réseaux sociaux d'une personne, de ton ex ou de quelqu'un qui suscite un grand intérêt de ta part, et tu ne t'expliques pas comment cette personne, qui était au départ un total inconnu, est devenue quelqu'un pour qui tu as un intérêt énorme, à tel point que tu vérifies ton téléphone tout le temps. Il est probable que tu sois aussi attentif à l'heure à laquelle cette personne part travailler ou à l'endroit où elle se trouve à un moment donné de la journée, et cela ne te laisse pas tranquille. En fait, tu as même l'impression que sans cette personne, tu ne serais pas heureux. Maintenant, parlons de l'obsession dans tous les cas, que ce soit pour ton ex, pour un amour non réciproque ou pour quelqu'un que tu ne connais même pas. Et oui, c'est un sujet qui m'a aussi touché. En fait, il m'est arrivé une fois que j'étais tellement obsédé par une fille qui ne me prêtait aucune attention que, délibérément, pendant 2 ou 3 fois, j'ai attendu à l'heure et à l'arrêt de bus où je savais qu'elle allait passer. D'ailleurs, l'une de ces fois a fonctionné, mais j'ai eu l'impression qu'elle avait perçu cela. En gros, ce n'était pas comme la première fois, qui avait été une rencontre fortuite où aucun de nous ne s'y attendait. La fois suivante, j'avais tout planifié, et elle a eu l'impression que je l'avais fait exprès. Et là, j'ai compris que je devais me débarrasser de cette obsession. Ça n'a pas été facile au début. Pour moi, c'était très simple de me programmer, après le travail, pour aller à l'arrêt de bus et rester attentif au cas où elle arriverait. Même les jours et heures où je savais qu'elle ne viendrait probablement pas, je n'arrêtais pas de penser qu'elle allait justement apparaître. Maintenant, c'était une obsession modérée, car cette pensée de moi est partie au bout de 3 ou 4 mois, heureusement. Mais tu as peut-être une obsession qui dure depuis plusieurs mois ou même des années, et tu veux commencer à te débarrasser de cette personne, surtout dans ta tête. Donc aujourd'hui, je vais te partager 5 recommandations, presque sous forme d'étapes, pour que tu puisses commencer à te détacher de cette obsession. Le premier point est d'apprendre à différencier les différentes étapes de l'intérêt jusqu'à l'obsession. Ce n'est pas la même chose d'avoir de l'affection ou d'être passionné par quelque chose que d'être obsédé. Ce n'est pas la même chose. Il y a des degrés, des niveaux, et le premier échelon est l'attraction et le goût. Quand il commence à y avoir quelque chose, non, l'attraction et le goût, quand il n'y a rien, il y a simplement du désintérêt ou de l'indifférence. Mais à partir du moment où quelque chose t'attire, car l'attraction, tu sais, c'est quelque chose qu'on ne choisit pas. On ne choisit pas ce à quoi on se sent attiré ou de qui on ressent de l'intérêt. Par exemple, j'ai des goûts musicaux particuliers qui sont arrivés à moi sans que je les choisisse. Il y a simplement eu une connexion, un clic. Il en va de même pour certaines personnes. Je ne choisis pas de qui je vais me sentir attiré. Inévitablement, de certaines femmes, je vais me sentir attiré, et d'autres non, peu importe si je le veux ou non. Il en va de même pour toi. Dans cette première étape, il s'agit de l'attraction ou du goût. Continuons avec le suivant échelon, le désir et l'intérêt. C'est quand tu deviens conscient que quelque chose ou quelqu'un t'attire, que tu aimes un genre musical particulier, un groupe ou quelque chose en particulier, et tu commences à désirer un peu plus. Oui, tu te penches, tu as déjà une direction. L'attraction, c'est un peu comme un petit radar. Tu te déplaces d'ici à là-bas, poum. Il y a un petit bruit du côté droit. Et le désir, quand je vais vers mon objet ou vers la personne ou vers ce que j'aime, la troisième étape a à voir avec l'affection. Et c'est aussi pareil à préférer ou à apprécier quelque chose. Je vais vers mon objet de désir, vers la personne qui me plaît, elle m'attire. Mais maintenant, je profite. Je veux passer du temps à ses côtés. Je ne la désire pas seulement. Je veux aussi être avec cette personne et profiter de cette étape. C'est une étape très géniale, très saine. La suivante, qui a aussi à voir avec la passion, c'est d'être passionné par l'idée d'être à côté de cette personne. Et là peut surgir l'amour, tu peux l'aimer et aussi intimider, avoir la partie érotique. C'est-à-dire, tout cela a à voir avec la passion, et c'est toujours un échelon sain.
À partir de maintenant, il faut un peu plus de modération, parce que dans la 5e, il y a la fascination. Et avec la fascination, je dis qu'il faut avoir un peu plus de modération, car si tu es fasciné par cette personne, tu auras tendance à l'idéaliser. Et quand tu idéalises quelqu'un, tu ne te relis plus à ce qu'il est, mais à ce que tu voudrais qu'il soit, ou à ce que tu aimerais qu'il corresponde à ton image, ou les qualités que tu lui as attribuées ne correspondent pas à ce qu'il est réellement. La fascination est belle car elle est aussi plus ou moins semblable à l'illusion. Donc au prochain niveau, nous entrons dans un terrain glissant, qui est l'obsession. C'est ici que nous voulons t'aider à sortir de ce moment critique où tu ne cesses de penser à ton objet de désir, où il y a même un attachement, où tu désires de plus en plus et ça ne suffit jamais. Ou peut-être que tu es tellement privé de cette personne, de cet objet, que soudainement, à cause de ce manque, tu le désires encore plus, tu veux être encore plus proche. Mais cela peut même être une personne que tu ne connais pas, et chaque fois, tu t'obsèdes davantage. Donc, fais attention à cela. Le dernier degré, c'est là que tu as besoin d'une intervention psychiatrique. La compulsion. Nous ne voulons pas arriver à ce niveau, c'est-à-dire au point où tu te sens incapable de vivre sans cette personne, ou sans l'idée de cette personne, ou sans cet objet, et poum, tu ne peux pas vivre tranquillement. Tu as besoin de médicaments, tu as besoin de contrôle, tu as besoin que quelqu'un te supervise. Donc tu te sens obsédé. Ou peut-être tu n'es pas réellement obsédé, mais très fasciné. Et quand tu es fasciné, on peut encore reculer un peu plus facilement que si tu étais déçu. Avec cela, je veux que tu réfléchisses à quel point l'attraction initiale a progressé. Nous pouvons être attirés par beaucoup de choses, par beaucoup de personnes, par beaucoup d'activités, et il ne se passe rien. Nous pouvons désirer plusieurs choses, plusieurs personnes, mais il faut y aller avec modération. Ensuite, nous devenons passionnés par certaines personnes, c'est-à-dire, nous les préférons. Nous pouvons être sans elles ou sans ces choses, mais nous les préférons. Cela constitue un premier point. Comme deuxième point, il s'agit de commencer à discerner jusqu'où tu veux remplir ta vie avec des passions, des affections, des passe-temps qui te passionnent. Parce qu'il est fort probable, et cela t'est presque certainement arrivé, que par manque de passion, d'affection, d'activité qui t'attire, ou qui t'intéresse, ou que tu désires profondément, tu sois tombé dans l'obsession, parce que tu ne savais pas comment occuper ces espaces. Te souviens-tu d'une vidéo précédente où je t'ai parlé de l'attachement ou de la dépendance, en te disant de ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier? C'est la même chose ici. Tu dois commencer à rediriger ton attention et ton intérêt vers plusieurs endroits, pas seulement vers une activité spécifique ou une personne, car tu vas inévitablement courir le risque de t'obséder. Donc, je veux que cela soit très clair. Apprends à comprendre que tu as besoin de plus de passion, plus d'activité, plus de passe-temps constructifs. Ne te contente pas de maintenir ton esprit occupé ou de faire des choses simplement pour les faire, ou pour remplir un agenda. Ce n'est pas suffisant. Il faut aussi que cela soit quelque chose qui t'attire véritablement. C'est ton processus d'apprentissage, de croissance, le début de cette aventure pour te découvrir davantage. Comme troisième recommandation, il faut détruire l'ego. Pourquoi détruire l'ego? Parce que c'est précisément ton ego qui est obsédé par cette personne qui ne te correspond pas, ou par l'idée d'être avec quelqu'un d'inaccessible, quelqu'un qui est hors de ta portée, ou une personne célèbre qui ne vit même pas dans ta ville, ou encore quelqu'un qui a déjà fait sa vie avec une autre personne et avec qui tu ne peux pas retourner dans le passé, ou faire en sorte que cette autre personne vienne vers toi. Bien sûr, il y a des personnes qui, à travers des sorts ou des rituels, te feront croire que cela est possible. Mais ici, nous ne traiterons pas de ce sujet. Ce que nous voulons comprendre, c'est que tu ne peux pas satisfaire les désirs de ton ego. L'obsession est pratiquement un désir de l'ego. Lorsque je parle de te débarrasser de ton ego, cela signifie reconnaître que c'est normal de ressentir ce que tu ressens de temps en temps. Mais bien souvent, c'est cette peur de perdre à tout prix qui nous enferme dans une relation, un objectif ou une situation, et nous restons là sans pouvoir avancer. Le quatrième point consiste à différencier entre avoir et être. Lorsque tu es une personne qui se relaie constamment à partir du avoir, tu voudras posséder, dominer, contrôler, manipuler. Ainsi, en étant dans l'optique de posséder, tu vas t'obséder pour quelque chose que tu ne pourras jamais contrôler. En revanche, si tu te lances dans une relation à partir du être,
Tu seras qui tu es. Tu seras avec ceux qui t'encouragent à être toi-même, avec ceux avec qui tu peux te sentir libre et fluide. Tu n'auras pas d'obsession, tu préférerais être avec eux, tu t'intéresseras à certaines activités. Une obsession, ce serait, par exemple, de vouloir absolument gagner un match de football dans la ligue de ta ville, peu importe comment. Dans ce cas, tu ne profiteras pas de l'expérience et tu deviendras une victime de ton obsession ou de ta compulsion. En revanche, si tu joues à la ligue ou quoi que ce soit d'autre, mais que tu prends plaisir à le faire, gagner ou perdre ne compte pas. Ce qui est important, c'est que tu aies vécu l'expérience, car cela te permet d'être toi-même. Si tu restes dans une logique de avoir, ce qui est directement lié à l'ego, tu ne pourras pas en profiter. Tu ne seras pas capable de te relier aux autres de manière naturelle, avec un intérêt sincère, avec passion. Enfin, la 5e recommandation consiste à prendre de la distance physique et émotionnelle par rapport au désir, à l'objet du désir, à l'obsession. Si tu te retrouves inévitablement obligé de t'éloigner, il faut que tu travailles cette distance émotionnelle. Cette distance émotionnelle passe aussi par l'élimination de l'espoir, car si tu passes ton temps à penser qu'à un moment donné, cette personne pourrait revenir vers toi ou être avec toi, ou si tu désires quelque chose ou revivre une expérience, tu es en train d'attendre. Et cela, inévitablement, engendrera de l'espoir. Et cet espoir ne fera que maintenir ton obsession. Au lieu de cela, cet espoir peut se transformer en préférence, en désir ou même en passion. Bien sûr, certaines choses peuvent nous fasciner, mais il faut éviter de devenir obsédé. Lorsque je te dis de couper tout contact ou de prendre de la distance avec cette personne, cela inclut aussi de travailler la partie émotionnelle et mentale. Il ne sert à rien de suivre tous les autres conseils si intérieurement, tu continues à espérer. Par exemple, si ton ex-partenaire est avec quelqu'un d'autre et que tu crois qu'en attendant encore 1 an ou 2, une opportunité se présentera, cette obsession ne disparaîtra pas. Elle peut s'endormir, rester silencieuse pendant un temps, mais dès qu'une petite chose se passe, une simple indication, cette personne reviendra dans ton esprit, peut-être même par un simple message sur WhatsApp ou parce que quelqu'un te la mentionnera, et voilà, quelque chose a cliqué en toi, paf, tout à coup, tu vas de nouveau t'obséder pour rien. Il est utile de travailler précisément les étapes précédentes si tu n'élimines pas l'espoir, si tu ne maintiens pas cette distance émotionnelle ou ce contact zéro de manière totale. Dans sa vidéo, Rolando Goicoechea souligne que, pour nous libérer d'une relation qui nous maintient captifs de l'obsession, la première étape est de reconnaître le degré d'attachement que nous avons développé envers cette personne, souvent sans nous en rendre compte. Nous passons d'un intérêt véritable à une obsession qui domine nos pensées et nos émotions. Selon Rolando, ce processus est souvent inconscient, mais il est crucial d'apprendre à l'identifier pour pouvoir en sortir. L'obsession, dit-il, n'est rien d'autre qu'un manque de limites personnelles, où notre paix est entre les mains de quelqu'un qui probablement ne nous accorde même pas la valeur que nous méritons. Une autre leçon fondamentale est l'importance de ne pas idéaliser ceux qui ne nous concernent pas. Rolando mentionne que dans de nombreux cas, l'obsession naît d'une image que nous avons créée de cette personne, un ensemble d'attentes et de qualités qui en réalité ne reflètent pas ce qu'elle est, mais ce que nous souhaitons qu'elle soit. Cette idéalisation, explique-t-il, nous empêche de voir clairement et nous fait oublier nos propres besoins. En reconnaissant que nous voyons cette personne à travers une version déformée, nous pouvons commencer à déconstruire l'illusion et à nous reconnecter avec la réalité. Rolando souligne également que, pour guérir de l'attachement, il est essentiel de rediriger notre énergie vers nous-mêmes. La raison pour laquelle beaucoup de personnes tombent dans l'obsession, selon lui, est qu'elles ont mis toute leur attention sur l'autre, négligeant leurs propres passions, objectifs et bien-être. Récupérer le contrôle de nos émotions implique de trouver des activités qui nous comblent et qui nous rendent notre paix. Si tu t'obsèdes pour quelqu'un, dit Rolando, c'est parce que tu as perdu de vue la valeur que tu as et la vie que tu peux construire sans dépendre de quelqu'un d'autre. Un autre point clé qu'il aborde est la nécessité de laisser derrière nous tout espoir de réconciliation ou de changement dans le comportement de cette personne. Rolando explique que tant que nous alimentons l'idée qu'à un moment donné la situation va s'améliorer, nous resterons piégés dans un cycle interminable d'attente et de déception. Abandonner l'espoir que quelqu'un change
est en réalité l'un des actes les plus puissants pour libérer l'obsession. Ce n'est que lorsque nous cessons de chercher des signes et d'interpréter chaque geste comme une possible réconciliation que nous pouvons récupérer notre autonomie et nous sentir complets. Enfin, Rolando nous invite à comprendre que le véritable détachement ne nécessite pas toujours une conversation ou un adieu formel. Souvent, le silence et la distance sont la réponse la plus ferme. En ne donnant pas d'explication à ceux qui ne nous valorisent pas, nous leur enlevons le contrôle qu'ils ont sur nos émotions et nous commençons à construire une vie où notre valeur ne dépend pas de la validation de quelqu'un d'autre. En appliquant ces enseignements, nous pouvons définitivement nous débarrasser de cet attachement destructeur et faire le premier pas vers une vie en paix avec nous-mêmes. Attention à tous, nous avons une surprise spéciale pour vous. Rolando Goycochea est sur le point de partager un sujet crucial dans une interview à ne pas manquer. Dans cette conversation, Rolando présente une analogie puissante sur ce qu'il appelle les affaires émotionnelles, où il explique comment, dans toute relation, on donne en attendant quelque chose en retour, mais il faut aussi apprendre à identifier quand l'affaire est déficitaire et qu'il est temps de se retirer. Cette interview est essentielle pour quiconque souhaite éviter de tomber à nouveau dans les mains de personnes qui ne valorisent pas son temps, ses émotions et son amour. Nous vous invitons donc à écouter cette conversation révélatrice qui sera sans aucun doute un pas clé dans votre croissance et bien-être émotionnel. Ne la manquez pas. J'aime quand tu apprends à accepter ce processus, parce que lorsque nous vivons une douleur et que nous n'acceptons pas le processus, la douleur s'intensifie encore. Elle nous fait encore plus mal, car non seulement elle nous fait mal d'avoir été laissés, mais elle nous fait aussi mal à cause de la frustration de ne pas avancer. Elle nous fait mal par le sentiment de trahison, parce que comment est-ce possible que tu sois avec une autre personne et que tu ne supportes pas ce deuil comme je le fais? Alors, il y a beaucoup d'idées qui nous font vivre un processus très rigide, ça doit être comme ça. Eh bien, je m'entête et je fais une scène avec la vie, avec Dieu, avec l'univers, peu importe. Et à cette douleur, j'ajoute une couche de frustration. Cela devient donc plus difficile à surmonter, et c'est quelque chose que je trouve très curieux maintenant que tu le dis. Parce que pour moi, c'est très important que, face à tout processus de rupture, processus de contact zéro, processus de distanciation, embrasser la douleur, embrasser la frustration, embrasser les moments où je me sens le plus vide. Qui détermine que je devrais me sentir mieux maintenant? Qui détermine que je vais facilement trouver quelqu'un d'autre? La vie est ce qu'elle est, et il ne va pas forcément se passer ce que je veux, mais il se passera ce qu'il doit toujours se passer. Et si j'arrive à être en paix avec cela, je résous déjà une grande partie de mon processus de deuil, de récupération après une déception et une douleur, après avoir perdu quelqu'un. Qu'en penses-tu maintenant, Carito, du fait de rencontrer quelqu'un de nouveau? Est-ce que tu prends ton temps? Penses-tu qu'il faut faire confiance à l'intuition quand tu as beaucoup de chimie avec quelqu'un, ou penses-tu que tu ne donnerais pas aussi facilement accès à quelqu'un à ta vie sentimentale, même s'il y a quelque chose de fort que tu ressens? Comment as-tu vécu cela? Ou, du point de vue d'une psychologue, en aidant d'autres femmes et hommes, comment as-tu vu cela revenir dans le jeu, dans l'arène, dans le champ d'action de l'amour? Eh bien, mon avis est que nous devons nous protéger. D'un point de vue personnel, je ne suis pas fermé à rencontrer quelqu'un, mais je pense que je prendrai mon temps pour bien le connaître, pour savoir si je peux vraiment lui confier ce petit cœur que j'ai doucement guéri. Et bien sûr, je dois en prendre soin. Donc, je ne suis pas fermé à rencontrer une autre personne, mais je me donnerai l'opportunité de le connaître lentement. Je ne partirai pas à la hâte pour lui donner à nouveau mon cœur. Oui, parce que, voyons, je le vois comme ça. Normalement, les gens prennent soin de leur argent. Quand ils économisent pendant des années et veulent investir dans quelque chose, tu ne t'associerais pas et ne signerais pas de contrat avec quelqu'un que tu as rencontré un week-end juste pour monter un business qui peut marcher très bien ou très mal. Si cela t'a pris 5 ans pour rassembler ce que tu as, tu veux au moins prendre ton temps pour connaître cette personne qui semble être un bon entrepreneur, un bon homme d'affaires, un bon partenaire. Mais tu prends le temps parce que tu protèges ton investissement. Tu protèges l'argent que tu sais avoir accumulé pendant 5 ans. Je le vois aussi de cette manière avec notre investissement émotionnel en nous-mêmes. Cela m'a coûté cette tranquillité émotionnelle, cette paix intérieure. Cela m'a coûté toutes ces années. Cela m'a coûté des thérapies.
Cela m'a coûté des nuits d'insomnie, car à un moment donné... Et pourtant, nous ne voyons pas cela de cette façon quand il s'agit de déposer ou d'ouvrir les portes de mon monde intérieur, juste parce que quelqu'un m'a plu, m'a bien fait sentir, parce qu'il y avait de la chimie. De la même manière que tu prendrais soin de tes finances quand tu veux ouvrir une entreprise, c'est pareil quand nous voulons créer une relation. Parce que, d'une certaine manière, une relation, si on la voit d'un point de vue pratique, c'est aussi un business émotionnel. Je te donne mon temps, et toi, tu me donnes le tien. À la fin, nous nous rendons mutuellement le travail d'équipe. Exactement. Donc, de ce point de vue, je le vois plus comme « Hey, je ne vais pas donner mon investissement émotionnel aussi facilement à n'importe qui. Je le protégerai autant que je protégerai mon argent. » Mais bien sûr, la grande majorité pense « Ah, je n'ai pas aimé, on sort un peu, quelques rendez-vous et on crée une relation. » Parfois, on ne le discute même pas juste parce qu'il y a eu du sexe, de l'intimité. On suppose déjà qu'il y a une relation et le pire dans tout ça, c'est qu'on crée des contrats invisibles. Je m'attends à quelque chose de toi, mais je ne l'ai jamais dit, et inversement. Et par exemple, cela arrive avec les amis avec des droits ou les quasi quelque chose. Alors, je le vois de cette façon. Est-ce que cela a du sens pour toi de le voir de cette manière, ou y a-t-il autre chose que tu voudrais partager à ce sujet? Non, je suis totalement d'accord. L'exemple que tu as donné avec les finances, c'est la même chose avec notre paix et notre cœur. Si nous protégeons nos finances, protégeons aussi notre paix. Ne la donnons pas à la première personne qui nous dit « Oh non, tu es divine, tu es géniale, je vais t'emmener au ciel, aux étoiles. » Non, sérieusement, protégeons-nous nous-mêmes. Et en plus, c'est là que je parle de l'idée de créer d'abord une amitié. En tant qu'homme, je me suis senti préoccupé plusieurs fois. Et je ne sais pas si tu as entendu parler du terme « friend zone », tomber dans la zone d'amis. Non, tandis que, pour les femmes, c'est comme si quelqu'un te plaît et vraiment cette personne reste. Non. Pardon, peut-être que je vois une amie uniquement comme une amie au début, mais ensuite, je commence à éprouver de l'affection, un sentiment. Mais une amie, une femme, voit un ami et le garde comme ami pratiquement toute sa vie. C'est peut-être pour cela que beaucoup d'hommes préfèrent, et je l'ai expliqué à plusieurs amis avec l'expérience dont je t'ai parlé et que je vais partager maintenant. Il dit « Messieurs, tant que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse cette expérience, j'adore savoir comment ça évolue. Parce que, d'après son point de vue, si une fille te plaît, fonce directement. Ne perds pas de temps, car si elle te voit comme un ami, elle ne pourra plus te voir autrement. Donc oui, je comprends cela, et moi aussi, à un moment donné, je fondais mes attentes ou mon désir de « Allez, on verra ce qui se passe en chemin », mais actuellement, je prends une décision assez rare. Non, ce n'est évidemment pas parfait, mais l'idée, c'est que d'abord, je deviens ami avec quelqu'un. D'abord, je prends le temps. Cela peut être des mois, qui sait, peut-être des années, mais j'ai besoin de voir cette personne dans plusieurs aspects. Pas seulement la voir quand je lui plais. Et en 3 ou 4 rendez-vous, elle va me montrer sa meilleure version. Et je ne peux pas fonder ma décision de savoir si je veux partager ma vie avec elle sur ça. Qu'en penses-tu? Oh, tu sais, ce sujet me semble vraiment intéressant, parce qu'il y a quelques jours, je parlais avec une amie et elle me disait « Mon copain a tellement changé après qu'on se soit fiancés. » Eh bien, après être devenus un couple. Et je lui ai dit « Bien sûr, évidemment, quand on sort avec quelqu'un, on montre toujours sa meilleure version. L'homme galant, respectueux en fait, l'homme idéal. Et les femmes aussi, nous montrons notre meilleur côté, non? Mais une fois dans une relation, c'est comme « Bon, je peux vraiment montrer qui je suis. » C'est là que l'on commence vraiment à connaître les gens. Et je suis d'accord avec toi sur l'idée de prendre le temps de se connaître. Je ne sais pas si on deviendra amis, car peut-être que cela ne restera qu'une relation amicale. Mais au moins, donnons-nous le temps de vraiment connaître l'autre. Parce que, en fait, c'est ça. En 3 week-ends, tu ne connais littéralement rien de la personne avec qui tu es. Donc, je suis d'accord avec toi. Je me donnerai l'opportunité de bien connaître la personne qui entre dans ma vie. Et quand tu mentionnes le cas de ton ami, eh bien, la grande majorité des femmes, surtout les femmes, je dirais, seront d'accord avec cela. Ce n'est pas qu'une fois que l'homme a ce qu'il veut, il se détend et n'est plus aussi actif. Il n'investit plus autant émotionnellement ni énergétiquement comme au début. Et ce n'est pas qu'il ait changé, c'est qu'il commence à lâcher prise.
sachant qu'il n'a besoin de rien pour suivre. Ah, donc, que se passerait-il si je rencontrais une personne qui sait déjà qu'elle ne va rien obtenir de moi, juste une amitié? C'est-à-dire, elle ne va pas obtenir de sexe, elle ne va pas obtenir une compagnie assurée le week-end, elle va juste obtenir de ma part un partage sincère. Et moi, ou cette personne, je vais aussi voir en elle, ou elle va aussi voir chez moi, différents aspects et façons de se comporter avec ses parents, ses amis, quand elle est ivre, quand elle est stressée, comment elle est avec les gens quand elle n'a pas besoin d'eux. Et ça, elle ne me le montrera pas, évidemment, en 2 rendez-vous, ni même en quelques mois. Il faut du temps pour créer ce contexte où je peux la connaître plus en profondeur. En fait, récemment, en aidant une cliente qui sort d'une relation avec un psychopathe, disons-le ainsi, elle a révélé un aspect d'insécurité énorme qu'il ne supporte sous aucun prétexte que d'autres hommes la regardent. C'est incroyable son niveau de folie dans ce sens. Alors je lui ai demandé, que serait-il arrivé si au début de la relation, même en tant qu'ami, tu l'avais d'abord inclus dans ton groupe d'amis et que tu l'avais observé, comment il se comportait à ce moment-là, avant de commencer à avoir des relations sexuelles, avant de créer ce lien affectif, avant de lui ouvrir ta porte. La grande implication émotionnelle que cela représente pour toi. Alors, elle s'est dit qu'elle l'aurait vu à temps. Et peut-être que c'est ça, comme un geste d'arrogance ou d'insécurité. Si tu es très observateur, tu ne finis pas par voir des incohérences chez quelqu'un qui porte un masque avec toi. Cela m'a permis de créer cette dynamique et je dois aussi être honnête avec ça. C'est la première fois que je le fais. Cela fait 1 an. Et honnêtement, je ne sais pas comment, je ne sais pas si c'est la meilleure chose, mais ça fonctionne. Le fait d'inclure quelqu'un qui me plaît dans mon groupe d'amis et de l'observer davantage me permet de dire « Ah, d'accord, voilà comment elle se comporte quand il y a de l'attention masculine. Voilà comment elle se comporte quand elle peut boire sans penser à qui l'observe. Voilà comment elle se comporte quand elle a besoin de sentir qu'elle a le contrôle. » Alors, comme ça ne me dérange plus de la voir ainsi, parce qu'à un moment donné, quand je sortais avec quelqu'un et que je voyais tout ça, j'avais tendance à justifier beaucoup de cette attitude. J'essayais qu'elle corresponde à mon modèle idéal de ce qu'elle devrait être pour être avec moi. Oui, souvent, on normalise tout. Et plus encore, quand on est dans cette phase de « Ah, je l'aime, c'est génial », on trouve tout ça super normal. Alors, ah, elle ne s'est pas saoulée et elle est super joyeuse. Et là, ah, elle est là, pas si charmante, quel homme si ouvert. En fait, on normalise tout, mais quand on entre vraiment dans la relation, ah mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici? Bien sûr, si on normalise tout. C'est précisément ce que, au début, ces petits détails, ces petites choses que l'on passait outre, finissent par devenir ce qui est pire. Eh bien, c'est ce petit monstre, ce bébé monstre qui, avec le temps, se transforme en ogre. On aurait pu couper cet ogre dès le début, quand il n'avait que quelques mois et qu'il rampait encore. Ah, je ne peux plus contrôler cet ogre géant de 3 mètres qui est avec moi. Je parle de sa personnalité, de son caractère ou de ses blessures. Je veux même finir avec ça, que je trouve être la chose la plus révolutionnaire que nous ayons. Et c'est, que penses-tu de rencontrer quelqu'un qui est en thérapie? Ou si ton partenaire te demande au début de la relation, allons en thérapie dès le début de la relation. Ah mon Dieu, quelle question difficile. Honnêtement, je partirai. Je cours parce que je sens que si je veux être avec quelqu'un, ça doit être quelqu'un qui a déjà travaillé sur ses problèmes émotionnels, vraiment. Alors, je cherche quelqu'un qui soit sain comme moi, sans juger l'autre personne, qui ait également pris soin de son investissement émotionnel, c'est-à-dire qu'il ait aussi, bien sûr, pris soin de son petit cœur. Donc, je ne me mettrai pas avec quelqu'un qui n'a pas guéri ou qui n'a pas travaillé sur ses difficultés émotionnelles. Franchement, sans juger, comme je dis, sans juger. Mais je pense que c'est exposer tout le travail que j'ai fait durant ces 8 mois. Et que se passe-t-il si c'est une nouvelle relation et que la personne te demande « allons en thérapie », même si on n'en a pas besoin, et qu'on y aille mensuellement? Eh bien, il faudrait en parler car je ne sais pas pourquoi nous devrions aller en thérapie, vraiment. Cela doit être quelque chose de très, très concret. Récemment, en écoutant quelqu'un, il disait qu'il ne voyait pas la possibilité de commencer une relation si ce n'était pas avec un thérapeute.
dans le sens où cette troisième personne verrait objectivement les choses dans lesquelles je suis peut-être aveugle. Alors, si j'ai une troisième personne, et encore plus avec les outils que j'ai étudiés et tout ce qu'elle sait, qui peut me dire « Rolando, toi aussi, tu es là ». Ce n'est pas seulement elle, moi aussi je le vois. Alors, au moins, je peux dire « Ok, ce sont déjà deux personnes ». Mon ego peut dire « Ok, au moins statistiquement, ou juste par nombre, je devrais déjà me poser la question de savoir si ce que ma partenaire me demande est vraiment valable, et si je devrais le lui donner. » Et puis, il disait aussi que si ma partenaire accepte une troisième personne, dans ce cas un thérapeute, mais un bon thérapeute de couple, elle comprendra qu'elle aura moins de contrôle sur moi. Donc, si l'idée de ne pas pouvoir me contrôler te semble correcte, c'est un point positif. Ce n'est pas comme si « pourquoi éviterais-tu un thérapeute ?» Ce n'est pas qu'il va dire des choses et je ne pourrai pas te dominer. C'est-à-dire qu'il ne va pas me dire « non », mais ça pourrait me donner l'occasion de « non, s'il dit quelque chose qui ne me plaît pas, alors je ne veux pas ». Cela m'a donc semblé être quelque chose de bien formulé. C'est comme ça qu'il le présente. Mais je sens aussi que cette personne cherche quelqu'un d'autre pour lui donner l'approbation qu'elle prend la bonne décision. Et je pense que ce sera une personne qui toute sa vie dépendra des décisions ou des opinions des autres. Cela me fait aussi réfléchir. Évidemment, je suis d'accord pour aller en thérapie de couple, parce qu'on ne va pas seulement en thérapie de couple quand il y a une difficulté. Il y a souvent des couples qui y vont parce qu'ils veulent avoir une relation ou continuer à construire une relation saine et belle, fondée sur le respect et l'amour. Ce dicton dit que « Ah, c'est seulement les fous qui vont chez le psychologue ». Eh bien, cela, c'est dépassé. Mais depuis le point de vue dont nous parlons, ou celui que tu évoques, je l'analyserai différemment. Ce point où il semble qu'il dépend de l'approbation de quelqu'un d'autre est aussi valable, oui, car quelqu'un pourrait demander à un thérapeute pour cela. Non, je ne dirige pas la relation. Faisons en sorte qu'une autre personne la dirige. Cela pourrait aussi être pour cette raison qu'on décide de prendre un thérapeute. C'est une possibilité qui peut arriver, et cela vaut la peine de la revisiter. Car il faut aussi que cela soit clair que le thérapeute ne prendra aucune décision pour l'un ou l'autre. Il va simplement nous montrer objectivement ce qui se passe. C'est en tout cas une autre possibilité, la possibilité la plus saine. Eh bien, nous avons terminé cette conversation, ce podcast entrelacé, un petit mélange de ce qui nous est venu à l'esprit. Et quoi qu'il en soit, partagez-nous ici. Je veux connaître vos avis, ce que vous avez pensé du sujet. Voulez-vous que l'on l'approfondisse encore plus, qu'on l'étende davantage? Dans mon cas, partager ce que j'expérimente pourrait peut-être aider une autre personne à mieux traverser ce qu'elle vit. Et voilà. J'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous en voulez plus, vous pouvez écrire en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.